السلام عليكم ليكيب. هيا انا بدينا بدات لا بيولوجيا نتشربكها على بالي طلعتو لافاك تخلطت معاهم بريو نتشربكها كاع معليش. اليوم اول حصه تاع لا بيولوجي. On va parler de biologie. La biologie. Ah. La biologie, c'est un mot, c'est un terme qui est composé de deux parties. La bio, qui vient du latin, du grec, bios, qui veut dire vie, ou logos, qui veut dire discours. Discours, ça veut dire c'est la science, la définition de la biologie, la définition de la biologie, c'est la science qui étudie l'être vivant. Une question s'impose naturellement. Enfin, la définition, c'est la science qui étudie l'être vivant. C'est quoi l'être vivant? C'est quoi qu'est-ce que c'est la vie? Il y a la vie. Alors l'équipe, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que la vie. Malgré qu'il est très très facile de différencier entre quelque chose de vivant et quelque chose d'inanimé ou bien de non-vivant, mais il est très très difficile de définir ce que c'est la vie. On a eu plusieurs définitions, mais la plus récente a été proposée par le généticien Norman Horowitz, qui est un généticien à l'université de Caltech. Monsieur Horowitz, qui est décédé en 2005, nous a proposé 3 critères de connaître l'être vivant, ou bien pour définir la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Monsieur Norman Horowitz nous a proposé 3 critères de reconnaissance ou bien de définition de la vie. Premier critère, c'est que il y a de la réplication. Qui dit réplication dit matériel génétique. D'accord? Qui dit et reproduction. Vu qu'il y a de la réplication, il y aura forcément de la reproduction. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le catalyse. Le catalyse en lui-même veut dire la dégradation des substances. Mais M. Norman Horowitz, le chercheur à Caltech, veut dire par le catalyse, c'est que l'être vivant doit être muni ou bien possède la machinerie cellulaire nécessaire à l'extraction de l'énergie à partir des nutriments. يعني monsieur Norman Horowitz يقول لنا باللي si un être est capable de catalyser des substances, c'est qu'il est peut-être vivant. Le troisième critère, je ne sais pas si c'est clair, le troisième critère, c'est la mutabilité. On va le réécrire là. La mutabilité. L'équipe, pas la peine de prendre note,
parce que je vous enverrai le cours. Ok, on a parlé de réplication. On a dit que la réplication, deuxième critère, c'était la réplication. Pardon, le verre à la belle et bien chimleh. Le troisième critère, c'est la... Pardon. C'est la mutabilité. Mutabilité. Elle est belle. C'est quoi la mutabilité? C'est chaque terme qu'on va utiliser, on va très bien le définir. La mutabilité signifie la capacité de s'adapter aux changements environnants. La capacité, pardon, c'est la capacité de s'adapter aux changements de l'environnement. C'est-à-dire, Hajara, Amrha, mais elle va s'adapter. S'il y a une pluie acide ou bien s'il y a de la chaleur ou quoi que ce soit, rien ne va changer dans la matière inanimée. Par contre, l'être vivant est doué ou bien possède la mutabilité, qui est la capacité de s'adapter au changement de l'environnement. L'équipe, maintenant, on a la vie. La question, madame, on a défini la vie. Maintenant, classer les êtres vivants. Nous devons classer les êtres vivants. Et c'est la prochaine étape. La diversité du vivant, pardon. Alors l'équipe, on a parlé de la vie. On a défini la vie. Mais la vie a plusieurs formes. Il va falloir classer ces formes-là. Selon quelques références, il y a plusieurs méthodes de classification, plusieurs classifications proposées par plusieurs généticiens et savants. Mais, le modèle que j'estime le mieux adéquat pédagogiquement, c'est le suivant. Alors, la vie se compose ou bien se divise en trois domaines. Le premier, c'est le domaine des bactéries. Le deuxième, c'est le domaine des archéas. Et le troisième, c'est le domaine des eucaryotes. Ceux-là sont des domaines. Et c'est vraiment les progrès réalisés en génétique et en biochimie moléculaire qui nous ont permis de proposer cette classification phylogénétique, c'est-à-dire qui se base sur les liens de parenté entre les espèces, entre les êtres vivants. Alors, les domaines, nous allons nous intéresser à celui-là, l'eucaryote, le domaine de l'eucaryote, et vous allez voir pourquoi. Car le domaine eucaryote se subdivise en 5 règnes, kingdoms, les règnes, ou même les cas, en 4 règnes principaux. Le premier règne, c'est les métazoaires, ou bien tout simplement les animaux, ou bien le règne animalia. Le deuxième règne, c'est les métaphytes, ou bien les plantes, ou bien le règne planta. L'équipe, vous n'êtes censé rien apprendre. Il faut juste se concentrer et ouvrir votre esprit pour bien savoir se structurer dans les prochains cours. Alors, le quatrième, c'est le règne des fungi ou bien des champignons. Et le quatrième, c'est le règne des protistes ou bien des protistes qui étaient autrefois
classés comme étant métazoaires unicellulaires, c'est-à-dire ce sont des animaux unicellulaires et on va voir ça en parasitologie, Inch'Allah. Alors, après le kingdom, yani le règne des eucaryotes, nous allons nous intéresser à, selon le domaine d'étude, nous allons nous intéresser soit dans la biologie, par exemple, animale, aux métazoaires, biologie végétale aux métaphytes, selon le but de l'étude. Alors l'équipe, maintenant on va, du moment qu'on est arrivé aux métazoaires, nous allons définir la biologie animale. La biologie animale, c'est notre prochain titre. Alors l'équipe, on est arrivé à la biologie, pardon, la biologie animale. Cela nécessite la définition d'un animal. قبل وشنو هو l'animal باش تعرف la biologie تاعو. Qu'est-ce qu'un animal? Définition de l'animal. La définition de l'animal ou bien des métazoaires. Alors, un animal, déjà, l'étymologie du mot vient du grec anima. Il trouve ses origines dans anima, qui signifie souffle. Qui signifie souffle ou bien même vie. Ça veut dire les animaux sont des êtres vivants. Mais l'animal déjà, c'est un eucaryote. C'est un eucaryote pluricellulaire, pardon. Pour le différencier des autres eucaryotes pluricellulaires, on aura recours à 3 critères pour le définir ou bien pour le caractériser. Le critère numéro 1, c'est l'hétérotrophie. ما سهلة كاع دونك نقسموها دائما كي نلقاوها كاسم نقسموه يبانو شنو هو ايتيرو حب يقول جايته من برا جايته من برا. Trophie, c'est manger. Ça veut dire il mange. يتغذى على ما لا يصنع. معناته il se nourrit à partir de substances qui lui sont extérieures, qu'il n'a pas conçu lui-même. Déjà, là, on voit une distinction parfaite le règne des plantas, par exemple, qui fabrique sa propre matière et il se nourrit automatiquement. Il est autotrophe. Ça. L'adjectif, l'hétérotrophie, un animal est hétérotrophe. L'adjectif, c'est hétérotrophe. C'est hétérotrophe. Deuxième caractère, ou bien deuxième critère, ou bien deuxième particularité, ou bien l'essentiel, la deuxième haja khassa bil-animal, c'est la sensibilité. L'animal, il est sensible aux stimulus. Les stimulus, ça vient du mot stimuler, stimulus, ça vient du mot stimuler. تحفيز. لهنا les stimulus حب يقول مجمع حاجة تجيب البرة تخلط فيه. Elle va le stimuler. Ce qu'il va faire, il va réagir. Donc, il est doué d'une sensibilité qui va le pousser à réagir. راح يتفاعل مع الشروط اللي راه فيها ولا مع l'environnement dans lequel il se trouve. D'accord, l'équipe? C'est qu'il est sensible. Il est sensible. Un animal, si vous lui faites quelque chose, il réagit en contrepartie. Alors, et le troisième critère
qui est le plus simple, c'est la mobilité, pardon. C'est la mobilité animale. C'est la mobilité et ça veut dire que la mobilité, ça veut dire qu'il est capable d'effectuer des mouvements. C'est qu'il est capable d'effectuer des mouvements. Alors l'équipe, on est arrivé à l'animal. On a défini ce qui est l'animal, on a donné des critères. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus particulier à l'animal. L'animal est en vie grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce aux fonctions vitales. Oui, fonctions vitales. الوظائف الحيوية. الوظائف الحيوية هي التي تبقيها على قيد الحياة. Les fonctions vitales sont les mécanismes via lesquels un animal survit ou bien reste en vie. La première fonction vitale, la première fonction vitale, c'est la nutrition. C'est que il doit se nourrir. La nutrition. Qui dit nutrition dit quelques petites particularités. Numéro 1, c'est le pouvoir d'absorber. C'est l'aptitude de l'absorption. C'est qu'il est capable d'absorber des nutriments à partir de l'extérieur. Ça veut dire qu'il a les mécanismes nécessaires. Après l'absorption, il y a le catalyse ou bien le métabolisme où l'essentiel, c'est qu'il y a une dégradation des biomolécules de masse élevée et une reconstitution soit des cellules, soit de fabrication d'ATP ou quelque chose comme ça. Et en même temps, l'élimination de ce qui n'est pas absorbable. Attention, ce n'est pas l'élimination après avoir été utilisé. Non, il y a des éléments qui viennent avec la nourriture, mais ils ne sont pas absorbés. Donc, ils sont éliminés. Ok. Ça, c'est concernant la nutrition. La deuxième fonction vitale, c'est la respiration. La respiration proprement dite implique la discussion sur la chaîne oxydative et des trucs un petit peu plus développés que je n'aimerais pas m'étaler là-dessus. La respiration, j'aimerais la définir comme étant la fourniture des molécules d'odeur. Ce qui veut dire, via un mécanisme, on a la capacité de capter de l'odeur, soit, par exemple, pour les poissons, l'oxygène dissous dans l'eau, soit, par exemple, pour l'humain ou les oiseaux et tout, l'oxygène dans l'atmosphère. La troisième fonction vitale, c'est la circulation. Et elle est très très importante, la circulation, car la circulation, c'est le mécanisme via lequel les deux précédents vont pouvoir avoir lieu. Car s'il n'y a pas de circulation, il n'y aura jamais de distribution ou de fourniture d'odeur aux cellules et aux tissus pour pouvoir assurer la nutrition, c'est-à-dire ramener les nutriments et en même temps ramener les gaz nécessaires pour la respiration. Après la circulation, on a logiquement l'excrétion. Après avoir utilisé les nutriments dans les prochaines fonctions vitales qu'on va voir, après les avoir utilisés, ce qu'on appelle le métabolisme, automatiquement on a des déchets. Des déchets qui sont jetés à l'extérieur de l'organisme à travers un appareil excrétoire.
Par exemple, chez les humains, on a l'appareil urinaire, c'est un des appareils excrétoires. Alors, maintenant, la locomotion. Cinquième fonction vitale, c'est la locomotion. La locomotion, c'est le pouvoir d'effectuer des mouvements, c'est-à-dire grâce à un appareil locomoteur qui est l'ensemble des muscles squelettiques qui nous permettent d'exécuter différents mouvements. Alors, maintenant, il faut se dire qu'il nous reste une seule fonction vitale qui est très importante et c'est pour ça que je vais laisser à la fin. La locomotion se fait via l'appareil locomoteur. Maintenant, passons à la reproduction qui est la plus importante. Alors, pardon, j'ai oublié de citer la sixième fonction vitale, ou bien ce qu'on appelle les fonctions de relation. C'est-à-dire, ce sont des fonctions qui vont me donner la capacité d'être en relation avec le monde extérieur. Exemple, la vue. La vue. L'anatomie de l'œil est faite d'une manière à ce que l'image, c'est-à-dire soit captée et analysée au cerveau, puis traduite. D'accord? L'ouïe, l'odorat. L'odorat, par exemple, l'odorat, c'est un moyen d'analyser les biomolécules extérieures et de reconnaître l'odeur caractéristique de certaines choses. Et ainsi de suite. Le toucher, par exemple, le toucher, c'est à travers le toucher que je peux définir la géométrie des choses. Vous voyez? Alors, maintenant, passons à la reproduction. J'ai laissé en dernier car c'est la plus proche de notre prochain cours qui est l'embryologie humaine. Alors, il faut se mettre en tête que la reproduction dans la nature se présente sous deux formes. Nous allons nous intéresser à une aile. Pardon. On a la reproduction sexuée, qui veut dire, elle se fait via des gamètes. Je m'intéresse des gamètes. C'est des cellules sexuelles haploïdes à un chromosome haploïde. Ça veut dire qu'on aura besoin d'une gamète femelle et une gamète mâle pour former un nouvel individu. Ok? Et on a la reproduction asexuée. Nous allons en parler le moment adéquat. La reproduction asexuée se fait via des cellules diploïdes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas intervention des deux sexes pour pouvoir à nouveau assurer la vie pour donner un nouvel individu. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la reproduction sexuée, car c'est la reproduction qu'on trouve chez les animaux. Alors, maintenant, parlons de reproduction. La reproduction, comme toute autre fonction vitale chez les animaux, est réglée hormonalement. Pardon, je vais l'écrire en rouge, comme ça. Hormonalement. Tout est soumis au contrôle hormonal chez les animaux. Je parle d'hormones chez les animaux. Alors, maintenant, la question qui se pose, la reproduction a un but qui est la création des nouveaux individus humains. Mais, comment cela se fait-il? Comment cela se
fait-il? Ça, on va avoir la réponse dans ce qu'on appelle l'embryologie descriptive. L'équipe, c'est la fin de ce cours. J'aimerais vous remercier pour votre attention et tirer et vous poser une question à laquelle je donnerai la réponse dans le prochain épisode. Alors, si vous avez bien suivi les définitions, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? À quel règne appartiennent les virus? Ça, je vous le dirai le prochain épisode. Merci beaucoup pour votre attention, l'équipe. Bon courage et bonne continuation.